Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Et si on partait au Danemark avec un modèle, pas un modèle social, une manière de travailler un peu différente qu'en France. On va en parler avec Alexandre Koloff, il est manager partner chez Transitech et il a travaillé avec une note, une étude sur ce pays. Le cercle RH, quel futur du travail? À l'occasion d'un livre, C'est dans la boîte, tome 2, écrit par Jérôme Miara, PDG d'OBA et Cambios. Une vue un peu large et historique et très contemporaine de notre rapport au travail. Et puis nous serons avec Jean-Claude Legrand, le directeur général des ressources humaines de L'Oréal. On parlera du futur de travail avec nos deux invités. On terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec Alban Armand pour parler des salaires, l'incompréhension entre les employeurs et les employés. Ça ne se passe pas toujours très bien en ce moment. Quant au négo salarial, on fera le point avec elle. Elle est la directrice du recrutement permanent chez Robert Half. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Et si on partait au Danemark? Alors le Danemark est un pays un peu particulier parce qu'il possède un modèle un peu particulier, un modèle social, un modèle fiscal et peut-être une manière un peu différente de travailler. Et on en parle justement avec Alexandre Koloff. Bonjour Alexandre. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, alors manager partner chez Transitech, avec une étude passionnante sur ce Danemark, avec 3 mots piliers. Autonomie, flexibilité et confiance. Et c'est le travail que vous avez mené à la fois en allant sur place, en observant. D'abord, tout simplement, comment vous expliquez que ce pays ait ce modèle de travail si particulier? Je crois que ça tient déjà à leur modèle de société en général. Le Danemark est fondé sur une notion de confiance. Confiance dans son voisin, confiance dans les institutions politiques, ouais. Confiance dans le pays de façon générale. Et donc ça se ressent forcément au travail, puisque par logique, vous appliquez dans votre travail le même mode de fonctionnement que vous appliquez dans la vie de tous les jours. Ça veut dire quoi en termes... Parce que nous, en France, on parle beaucoup des managers intermédiaires, de la difficulté qu'ils ont à piloter leurs équipes. On a le sentiment qu'il n'y a pas ces sujets-là au Danemark, que chacun, finalement, est assez autonome et libre dans son travail. Tout à fait, absolument. J'ai envie de dire que le manager au Danemark est un vrai leader. C'est un coach. C'est plus un coach qu'un manager. Il est là pour aider à développer. Réellement? Tout à fait, oui, absolument. Parce qu'on l'entend beaucoup en France, mais c'est pas réel. Après, c'est les paroles et les actes, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que le manager danois, il est vraiment là pour coacher, pour aider le collaborateur à se développer. Il n'est pas là pour contrôler. Alors évidemment, il y a du contrôle. Je veux dire, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas Walt Disney. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on part sur une notion de confiance et on va vraiment coacher le collaborateur pour qu'il puisse se développer en apprenant. Il commet des erreurs, évidemment, comme toute personne qui se développe. Et c'est par rapport à ces erreurs qu'il va pouvoir se développer. Au fond, on est dans une hiérarchie assez souple. Oui, absolument. C'est assez mouvant, tout ça. La hiérarchie est effectivement assez plate. Et en termes de communication, c'est beaucoup moins rigide. C'est-à-dire que cette notion de confiance qui est vraiment au cœur du réacteur amène les gens à pouvoir communiquer de façon directe. Il n'y a pas de sens caché à ce qui va être dit par le manager au salarié et vice-versa. Alors, on connaît mal, nous, en France, le Danemark, mais c'est un pays excessivement développé sur le plan industriel, très absolument. Industrieux, qui d'ailleurs a des entreprises implantées. Je crois qu'il y a 21 entreprises, 21 filiales de grands groupes. En tout cas, c'est celle qu'on a interrogée. Il y en a probablement plus. Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Elles implantent en France leur modèle, ou elles ont du mal et dès qu'elles s'implantent en France, quelque part, elles prennent le modèle français. Comment ça se passe? Alors, il y a les deux, mais de façon générale, quel que soit le modèle qui est appliqué, on est sur un modèle hybride. C'est-à-dire qu'ils vont importer tout ce qui est importable du Danemark en termes de management et ils vont évidemment être confrontés à la culture française. Donc, ça ne sera pas un modèle 100% danois qui sera importé, mais une sorte de modèle hybride entre les grandes lignes de ce qui peut être fait au Danemark en l'appliquant aux spécificités françaises. Ouais. Mais vous, Alexandre, évidemment, on l'a compris, vous vivez en France, et votre activité économique est française. Quel message vous portez quand vous rencontrez des dirigeants, quand vous les accompagnez dans vos activités de consultant? Qu'est-ce que vous importez du Danemark? Qu'est-ce qu'il est possible d'expliquer à un dirigeant français et je dirais d'applicable concrètement? Je pense que c'est vraiment cette notion d'autonomie, de responsabilisation, de flexibilité et de confiance, surtout avec les nouvelles générations.
parce qu'aujourd'hui, on est quand même on est au démarrage d'une nouvelle ère économique, d'un point de vue RH. Et c'est vrai que cette nouvelle génération, la génération Z, on peut l'appeler comme on veut, est beaucoup plus demandeuse de ce type de mode de fonctionnement que les anciennes générations. Avant de nous quitter, Alexandre, télétravail, semaine des 4 jours, flexibilité des horaires, on l'a peu évoqué. Comment ça se passe au Danemark ? C'est très souple. Je peux venir tôt le matin, repartir tôt l'après-midi. En fait, ce qui va compter, c'est qu'est-ce que vous avez produit finalement. La façon dont vous l'avez fait, ça importe peu. Ce qui va vraiment importer, c'est le résultat. Et on va vraiment vous coacher, vous guider pour que vous puissiez atteindre ce résultat. Le fameux modèle nordique, et on cite souvent le Canada. Il y a beaucoup d'hommes politiques français d'ailleurs qui se rendent. Oui, tout à fait. Vous le savez, absolument. Qui se rendent au Canada pour essayer de comprendre, au Danemark, pour essayer de comprendre comment marche le modèle. C'est quoi vous pensez vraiment qu'on peut l'importer dans ce modèle, ou on a vraiment une structure en France très différente ? On ne peut pas l'importer à 100%, mais en tout cas, on peut fortement s'en inspirer. Ouais. Ça, c'est sûr. Où est-ce qu'on peut lire votre étude qui est vraiment passionnante ? On peut m'envoyer un message sur. Alors, à la base, on l'a produite pour nos clients. Donc, toute personne qui n'est pas cliente et qui ne l'a pas reçue automatiquement peut me contacter sur LinkedIn et je me ferai un plaisir de lui envoyer. Bon, LinkedIn, on a reçu la directrice générale France de LinkedIn. C'est le meilleur outil pour communiquer. Et puis Transitech, peut-être, en essayant de prendre contact avec vous, Alexandre Koloff, à l'origine de cette étude très riche, très passionnante sur la façon de travailler au Danemark. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Eh bien justement, on va rester dans le futur du travail et la manière dont on peut imaginer le travail demain, le futur du travail. On en parle avec 2 experts, 2 spécialistes du sujet dans leur domaine respectif. C'est le débat, c'est le cercle RH et j'accueille mes invités. Le cercle RH pour parler du futur du travail. Oui, c'est le sujet de préoccupation de tous les dirigeants, de tous ceux qui sont dans l'entreprise. On en parle à l'occasion d'un livre, c'est dans la boîte. Alors demain, on travaille comment ? Livre qui est passionnant, qui balaye toute l'histoire du travail, presque de la préhistoire, on y reviendra. Et je vous présente mes invités. Avec moi et avec une préface dans ce livre de Jean-Claude Legrand, il est à mes côtés. Oui. Bonjour Jean-Claude Legrand, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Partagé. Directeur général des ressources humaines de L'Oréal, qui est un groupe à la fois international et fleuron français de la cosmétique. On va vous entendre parce que vous dites des choses très intéressantes dans ce livre. Et il y a beaucoup d'optimisme dans les mots que vous avez choisis dans cette préface. Merci d'être là. Et l'auteur de ce livre, Jérôme Miara, ravi de vous accueillir Jérôme. Bonjour. Auteur de ce livre avec Laurel Maty chez OBA Cambios. OBA et Cambios, ce sont vos entreprises. Vous êtes un entrepreneur, un chef d'entreprise, mais vous avez décidé de vous projeter. Juste d'abord d'un mot à vous deux. Parce que ce livre est rempli d'optimisme, et en même temps, quand je lis le petit encadré sur les mammifères, je découvre en fait que le mammifère, dont l'être humain fait partie, n'est absolument pas fait pour le travail. C'est ce que vous dites dans votre livre. D'abord, un petit mot sur le paysage sombre qu'on nous décrit. Vous êtes tous les deux des optimistes. Ce livre nous donne aussi des perspectives. Est-ce que le dessin, est-ce que l'optimisme passe d'abord par l'entreprise et plus par le monde politique qui est censé transformer et penser le monde de demain ? Pour rester un peu dans l'actualité, Jérôme. Alors, non, je pense franchement qu'il passe par l'équilibre de ces 2 mondes. Je pense que le monde de l'entreprise a besoin d'un monde politique qui établit des règles du jeu. En théorie, D'accord. Voilà, en théorie. Alors même si aujourd'hui, effectivement, on peut reprocher la bureaucratie externe, mais enfin, néanmoins, à l'origine de la bureaucratie, il y a eu des idées et des objectifs très importants qui étaient... Donc c'est un juste équilibre. Jean-Claude Legrand, vous en pensez quoi ? Moi, j'en pense que, en tout cas... Quelqu'un comme de votre fenêtre. Oui, tout à fait. Non, moi, je pense que je fais partie des gens qui ont une responsabilité de s'être intéressé plus au monde de l'entreprise qu'au monde de la politique. Quand j'étais très jeune, il y a longtemps, j'ai fait une campagne présidentielle en 1987 pour un candidat dont c'est comme si c'était la préhistoire, comme Jérôme va en parler, qui était Raymond Barre. Oui. Et je me dis aujourd'hui, si je regarde ces 40 années, que la force que nous, on essaye de mettre pour aider par exemple la France au travers d'une entreprise comme L'Oréal, il y a un déséquilibre complet. On est tous atterrés de ce qu'on voit dans la vie politique française aujourd'hui. Et donc voilà, donc effectivement, comme le dit très bien Jérôme, il faut un cadre. Mais en fait, nous, on préfère être dans notre cadre aujourd'hui que dans ce cadre-là. Maintenant, en tant que citoyen, ça me pose un énorme problème. Parce que ce que je sens et que je ressens partout dans le monde, c'est effectivement des attaques profondes contre la démocratie, une remise en cause de nos valeurs. Voilà, donc autant c'est hyper important de se battre tous les jours pour nos entreprises. Maintenant, le cadre, comme le dit Jérôme aussi, dans lequel elles évoluent, est de plus en plus incertain, compliqué. Donc, ça crée de la complexité. C'est pas évident.
mais on a aussi une part de responsabilité. Entreprises, donc grandes entreprises, comme Rempart aussi. Oui, alors grandes entreprises, c'est pas ennemi des citoyens. Hein, c'est ça, exactement. C'est pour ça contraire. que vous accueillez des citoyens qui sont des salariés et des collaborateurs. Donc Bien de sûr. fait, ils sont impactés. Jérôme Mira, ce livre, c'est le tome 2, je le précise. Ouais. Il y a une vraie volonté de... Vraiment, pour celui qui le lira, lisez-le. Ce n'est pas un livre gnangnan, c'est un livre qui balaye toute l'histoire. Vous revenez à Lafargue, le droit à la paresse, vous nous parlez de rapport aux mammifères, à la préhistoire, et vous abordez tous les sujets contemporains, l'IA, le télétravail. Quel était l'objectif de ce livre? C'est de nous éclairer, c'est de nous donner des pistes de réflexion? L'histoire permet de prendre un peu de recul et de s'apercevoir effectivement, si on regarde dans le rétroviseur, que le travail n'a cessé d'évoluer positivement, qu'effectivement il était perçu plutôt comme quelque chose de pénible et d'ingrat il y a très longtemps, et qu'au fur et à mesure des progrès sociaux, le travail est devenu quelque chose d'essentiel dans le lien social au sein de nos sociétés. Et donc c'est pour ça que nous on le regarde de manière très optimiste, on n'est pas du tout inquiet et même plutôt enthousiaste par rapport aux évolutions qui vont arriver. Mais on pense que c'est fondamental de continuer à valoriser le travail dans les entreprises, y compris dans des formats de freelance, de petites entreprises, de grandes entreprises, peu importe. Mais c'est important d'avoir en tête que ça donne du sens à la vie. On voit que le travail, depuis un siècle ou presque, est en permanence en transformation. Jean-Claude Legrand, on a parlé de 87, c'est vous qui avez borné à travers ce souvenir d'une campagne. Qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans? Vous qui observez aussi les transformations du travail et de la relation que vous avez avec vos équipes sur le terrain. Bien sûr. Alors, d'abord, moi je trouve que ce qui m'a semblé extrêmement intéressant dans ce travail, c'est... Là, c'est en 86, tu vois, que j'ai découvert cette phrase, qui est une phrase de Fernand Braudel qui dit « Sans passé, le présent n'a pas d'avenir ». Alors là encore, tout le monde a oublié probablement qui est Fernand Braudel, mais c'est extrêmement important parce que c'est pas uniquement, on se dit, tiens, ils sont mignons, ils regardent dans le rétroviseur. C'est parce qu'on a cette analyse du passé, comme l'a fait Jérôme et comme ce livre le fait, qu'on est capable de se projeter. C'est-à-dire que si on ne connaît pas son passé, on n'a aucune chance d'avoir un minimum d'anticipation et de compréhension. C'est typiquement ce qui fait la force de l'oral. C'est 115 ans. Souvent, les gens me disent, tiens, tu as fait comment pendant la période du Covid? Je me suis... D'abord, j'ai essayé d'avoir du bon sens et un cap, mais je me suis aussi penché sur ce qu'avait fait L'Oréal, qui a traversé 2 guerres mondiales, la crise économique de 29, mais aussi la crise économique de 2008, mais aussi la fin des startups en 2001. Donc, en fait, à cette question, qu'est-ce que moi j'ai vu dans les 40 ans? D'abord, j'ai vu beaucoup de crises. J'ai vu des crises en permanence. Souvent, c'est la discussion que j'ai avec mes enfants, ça les surprend. Moi, je suis d'une génération, j'avais, entre guillemets, nom de code, 10 ans, 74, et déjà les profs à l'école nous expliquaient qu'avec la crise pétrolière, tout était terminé. Donc, me dire que tout est terminé et qu'il n'y a pas d'avenir, je n'ai vécu que là-dedans depuis... Le drap noir en permanence. Oui, depuis 50 ans, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas d'avenir. Bon, donc, c'est pas que je ne crois pas qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça dépend de moi, en tout cas, pour qu'il soit meilleur. Et des collectifs. Et donc, ça dépend de moi au sens, dans le collectif. Maintenant... c'est amusant ce matin parce que je suis maintenant vieux et je fais attention à ma santé, mais je faisais déjà si. Et donc du coup j'étais chez un médecin ce matin et c'est amusant parce que c'est quelqu'un qui est un hyper spécialiste qui a plus de 70 ans et on parlait de cette passion du travail. Donc moi ce que je pense qui fait la différence, et j'aime citer par exemple Alain Passard qui dit les vacances c'est pour les gens qui travaillent, grand chef, la retraite c'est pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire que cette idée de se dire... on-off, quoi. Oui, mais même ce débat lunaire sur la retraite en France pour se dire est-ce qu'on pourrait pas, alors qu'on voit tous qu'on est face à une démographie et on voit bien qu'on vieillit et que par conséquent, il va falloir travailler plus longtemps ensemble. La question, c'est comment, qui est évoquée dans le livre. Oui, mais je trouve que c'est d'ailleurs très bien évoqué. Jérôme, juste une question parce que c'est important. La question est posée comme ça dans le livre. On travaille plus ou on travaille moins? Parce qu'il y a un vrai sujet. Nombre d'heures par mois, nombre d'heures par an. On est passé aux 35 heures. Certains commencent déjà à revendiquer la semaine des 4 jours. On a beaucoup parlé de télétravail. On va travailler plus ou on va travailler moins? Alors, ça dépend des cycles économiques. Là, la semaine des 4 jours, je pense qu'elle est un peu en sourdine en ce moment. Vu l'année dans laquelle on va rentrer. Ou la semaine en 4 jours. Ou la semaine en 4 jours, je suis d'accord. Ou la semaine en 4 jours. Je crois que ça dépend de la façon dont on est positionné, de ses compétences et de la capacité qu'on a à apprendre en permanence. Et ça, je pense que c'est un vrai enjeu. L'employabilité évoquée dans la tribune, dans la préface. Mais qui est fondamental. L'employabilité est importante. Donc ceux qui sont employables, ceux qui savent apprendre en permanence,
vont travailler plus, mais sans s'en apercevoir, parce qu'au fond, la frontière entre le monde du travail et sa situation individuelle s'estompe au fur et à mesure. Parfois, on cumule le fait d'être salarié et à côté de tenter une aventure entrepreneuriale en lançant une petite boîte. Donc pour les gens qui ont cette chance d'être qualifiés, je pense que le problème ne va pas se poser de la même manière. En revanche, pour ceux qui ont un bagage de compétences peut-être un peu plus faible et qui ont du mal à les actualiser, alors là, on pourrait avoir un vrai problème. Oui, oui, tu as raison, mais en ça, l'intelligence artificielle, par exemple, va aider. J'allais y venir. Donc, Est-ce qu'elle est l'outil? Parce que justement, la question que je vous pose, L'Oréal Cosmétique, il n'y a pas que des cols blancs chez vous. Il y a aussi des usines, il y a des gens qui produisent. La qualification n'est pas, liée au fait d'être col blanc ou col bleu. Non, bien sûr. On a besoin de col bleu très qualifiés pour faire face aux enjeux industriels. En fait, non, mais l'image d'Épinal, c'est d'associer l'IA au col blanc qui va être associé à... Et les cols bleus vont continuer parce qu'on n'en a pas besoin. Alors qu'il y a des cobots partout dans les usines. En fait, moi, l'image que j'utilise, c'est souvent ce que j'essaye d'expliquer aux gens qui travaillent avec moi, c'est dire on n'est pas plus con, même voire un peu plus intelligent que ChatGPT, à condition de vouloir faire des choses. C'est-à-dire qu'on apprend toutes les secondes, toutes les minutes, pas plus, pas moins. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on se met, comme le dit d'ailleurs Jérôme, en état d'apprentissage permanent, de remise en question. Mais par exemple, nous, on a des exemples aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les gens ont en tête qu'il y a des métiers, entre guillemets, plus ou moins intelligents. Par exemple, comptable, c'est le métier où les gens pensent là vraiment l'intelligence artificielle va... Pas du tout, au contraire. On a démontré que si on regarde les 60 dernières années, plus il y a des ruptures technologiques, de la règle à calcul, en passant par les premiers ordinateurs, les logiciels de... plus on a eu recours à des comptables. Donc cette image, des hommes, il n'y a pas. Mais même cette image du départ avec des grands cabinets comme McKinsey ou des grandes banques comme Goldman Sachs qui sont arrivés en disant, mais bien sûr, mais bien évidemment, et les 300 millions d'emplois. Bien sûr, moi j'ai dénoncé ça. Ça fait peur à tout le monde, ce chiffre. Mais parce que c'était pourquoi on est immédiatement l'ennemi de l'homme. Je trouve que par exemple le fil rouge que Jérôme et ses équipes en permanence activent, c'est de se dire qu'on n'est pas les ennemis les uns des autres, qu'au contraire on ne doit pas en avoir peur. Pourquoi tout de suite dire on va supprimer 300 millions. Donc maintenant, c'est devenu une espèce de litote qui est de dire l'intelligence artificielle, au lieu de se dire c'est quelque chose qui va nous aider à faire mieux, qui peut tirer vers le haut les gens qui étaient peut-être moins qualifiés, qui dans un call center, d'un seul coup, il va avoir la réponse tout de suite plutôt que de ne pas l'avoir. Est-ce que c'est pas mieux qu'on soit tous plus forts que de dire ah non, c'est génial, comme à l'école, qu'il y en ait des moins bons? Plus rapide et plus efficace, effectivement. Bien sûr. Juste une question. C'est là, peut-être juste une remarque par rapport à ça. Je pense que c'est là où les DRH, notamment des grandes entreprises, ont un rôle clé à jouer dans l'adoption et la diffusion de l'IA. C'est en le faisant sans remettre en question la raison d'être de l'entreprise, sa culture, et donc en mettant quand même un certain nombre de barrières. Parce que par ailleurs, c'est vrai qu'on a pu entendre certains patrons d'entreprise, pour plaire à des actionnaires, expliquer que grâce à l'IA, ils allaient faire des cuts énormes dans les effectifs. Croire. Et là, c'est des discours. Et donc ça génère des angoisses. Et oui, et tu bloques tout. Mais juste une question, messieurs, parce que ça, ce livre-là l'évoque aussi, c'est les enjeux environnementaux. Autre sujet qui impacte les entreprises, petites et grandes. Comment on fait à quoi ressemblera, alors c'est compliqué cette question, L'Oréal dans 20 ans? C'est la question qui est posée. Non, mais moi je peux déjà répondre. Par les produits utilisés. Il est bien évident, par exemple, que nous, on est en train de faire un changement majeur qui est compliqué, qui coûte de l'argent, qui est un investissement, qui est de passer d'une entreprise qui était vers de la chimie traditionnelle à de la chimie verte. Les formules, la transformation des ingrédients. Le R&D, le développement. Mais tout ça, mais ça va des packaging. Donc il y a une réinvention de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À quoi on assiste depuis quelques mois? C'est une petite musique qui consiste à se dire, comme ça va être long, coûteux, finalement, pourquoi on arrêterait? Non, nous, notre philosophie, c'est de dire qu'il y a une seule planète. Il y a absolument des limites et qu'on doit les respecter. Alors oui, j'entends, moi aussi dans mes équipes, donc la CSRD en Europe, oui, alors il y en a qui vont expliquer que c'est une énorme... Tout le monde tremble, la CSRD, tout le monde tremble. Oui, tout le monde tremble, ça dépend quelle exception on en a. Nous, on en a fait une exception normale, on est prêt, on va avoir répondu. Voilà, maintenant, si on prend des entreprises de grande consommation, moi j'assiste plutôt à des entreprises autour de nous qui aujourd'hui renoncent. Est-ce que les consommateurs vont dire non? Est-ce que, là je regardais encore des chiffres effrayants sur le plastique, est-ce que c'est pas de la responsabilité, et pas uniquement dans une logique de recrutement, mais nous en tant que citoyens, vous évoquiez au début de cet échange notre responsabilité vis-à-vis de la société avec un grand S, et pas uniquement la société avec un petit S,
elle est énorme. Jérôme Mira, juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps. L'entreprise, elle a beaucoup évolué. Vous avez évoqué la raison d'être. L'entreprise, avant, elle devait simplement créer de la valeur. Embaucher, créer de la valeur, faire de la richesse. Aujourd'hui, c'est plus ça, l'entreprise. Et vous l'évoquez dans votre livre. C'est autre chose. C'est quoi, l'entreprise ? C'est vrai qu'on voit que, et c'est sans doute parce que l'État, les gouvernements s'effacent. Les premières pages, vous le dites, hein, en vous moquant du type qui dit « moi j'ai démissionné de ma boîte » et tu dis « je ne vais pas proposer de massage ou de shiatsu » en se moquant un peu de ce candidat, c'est vrai. Non mais c'est vrai que je crois que l'entreprise, et L'Oréal en est un exemple, a compris maintenant qu'elle avait un rôle à jouer beaucoup plus important, parce que de toute façon l'entreprise, elle a besoin d'avoir un environnement stable pour pouvoir se développer. Absolument. Donc elle a besoin de créer de la confiance en interne pour pouvoir se développer rapidement et par exemple être dans la course à l'IA, parce que si on n'est pas dans la course à l'IA, on se met en danger. Donc il faut créer de la confiance en interne et puis il faut créer de la confiance chez les clients. Donc l'entreprise, elle a quand même un rôle de stabilisateur très important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Jean-Claude, vous en pensez quoi de cette manière dont les jeunes, la génération Z, mais pas que les jeunes d'ailleurs, investissent l'entreprise, qui n'est pas uniquement un outil de création de valeur et de richesse, mais qui est tout autre chose. Mais ils ont complètement raison. On y cherche plein d'autres choses. Mais d'accord, mais ils ont totalement raison. C'est l'intérêt de l'évolution du monde. Est-ce que, moi j'ai la chance d'avoir 4 enfants, est-ce que mes premiers enfants, j'ai travaillé 2 heures après leur naissance, même si j'ai assisté ou 3 heures après. Les autres, j'ai pris plus de temps. Est-ce que c'est parce que les gens aujourd'hui sont tout mous et des rêveurs qui prennent un congé paternité? Non, parce que la société fait des progrès, évolue, c'est un bien commun. C'est un équilibre. Est-ce que moi, j'avais pas envie d'équilibrer ma vie personnelle, ma vie professionnelle? Si, mais c'était pas les conditions de ce moment-là. C'était pas les codes. Voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut les transformer, les faire évoluer, les changer? Moi, je trouve que c'est un bénéfice. Oui, parce que chez L'Oréal, vous mettez en place des politiques d'accompagnement. Oui, mais donc du coup, on a des salariés plus engagés, on a un taux d'attrition plus faible, on a une stabilité. Tout à l'heure, à la cantine, j'ai croisé une jeune femme qui s'interrogeait pour revenir. Elle est dans une magnifique entreprise qui s'appelle Amazon. Elle a bien raison, parce que j'appelle ça des boomerangs, parce qu'elle réalise des choses. Vous dites qu'elle reviendra, c'est ça que vous dites? Bien évidemment, c'est la première chose sur laquelle on travaille. C'est intéressant de voir aussi d'autres choses. Maintenant, je pense que dans ce monde incroyablement perturbé, compliqué, où on est catapulté de mauvaises nouvelles à longueur de journée, créer non pas des Disneyland, mais des endroits safe où on peut s'exprimer, on peut avoir une vie, à la fois une passion, comme le dit Jérôme, pour son travail. C'est possible d'être passionné par son travail, je suis désolé. Et quant aux générations Z, alors maintenant on parle des générations alpha. Oui, ça va dépendre comment on les engage dans l'aventure. Tout va dépendre de comment les engage dans l'aventure, mais ils n'ont pas plus ou moins envie de travailler que nous. Et la grandeur d'ouverture de la porte pour les accueillir. En termes d'évolution, moi je le vois aussi, parce que j'ai créé plusieurs boîtes dans le secteur du conseil. Sia Partners, je l'ai pas précisé. Sia Partners, il y a très longtemps. Et maintenant, je crois qu'on développe notre entreprise, donc le groupe OBA Cambios, de manière totalement différente. C'est-à-dire qu'on associe beaucoup plus nos collaborateurs à la réussite de l'entreprise. Et l'esprit entrepreneurial s'est diffusé de manière beaucoup plus importante. Merci à vous, messieurs, d'être venus me rendre visite. Jérôme Mira, Laurel Maty, avec la préface de Jean-Claude Legrand, le directeur général des ressources humaines de chez L'Oréal. Merci à vous, Jérôme Mira, Cambio et OBA. Avec ce livre à lire, il est vraiment très riche, avec des références historiques à plein. Et Marx, j'ai même vu que vous faisiez référence à Marx à un moment donné dans le livre. Oui, mais c'est partie de notre histoire. Mais c'est un moment un homme essentiel dans l'histoire du travail. Merci à vous deux de nous avoir rendu visite. On tourne une page. C'est Fenêtres sur l'emploi, évidemment, et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi. Alors, on a parlé du futur du travail. Là, c'est la réalité quotidienne des négociations autour des salaires. Et on en parle avec vous, Alban Armand. Vous êtes directrice du recrutement permanent chez Robert Half, avec évidemment le guide des salaires, qui est un sujet qui vous occupe. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la négo entre employeurs et employés? C'est compliqué, ça se passe pas bien? Alors, c'est pas que ça se passe pas bien. Disons qu'il n'y a pas de point de convergence, en fait. Si vous voulez, globalement, quand on regarde ce que les employeurs vont chercher à mettre sur la table quand ils acceptent une augmentation de salaire, ils sont sur des choses tangibles, objectives, c'est-à-dire la performance. La performance, oui, effectivement, du retour sur investissement, de l'atteinte d'objectifs. Lorsqu'on est côté employé, ce que l'on voit dans le guide des salaires notamment, c'est que le critère numéro 1, ça va être notamment l'augmentation du coût de la vie. Alors, c'est pas que c'est pas important, parce qu'effectivement, d'abord, c'est un fait. Mais le dirigeant a
peu de mal à entendre ça. Le dirigeant, mécaniquement, il y est confronté de la même manière que l'employé, déjà. Donc, son entreprise, elle est aussi impactée sur ces sujets-là. Vous dites que ce n'est pas un super argument. Enfin, ce n'est pas le meilleur argument. On n'est pas là pour faire une... Je dis que c'est un lieu commun. Donc, de facto, il va falloir réussir à trouver une convergence entre les employés et les employeurs. Hein, et le plus simple et le plus facile, le plus factuel, c'est effectivement de répondre à l'atteinte des objectifs, de regarder où est-ce qu'on en est et de se jauger. Alban, 64%, c'est le pourcentage des salariés français qui pensent qu'il sera difficile d'obtenir une augmentation, ça c'est son chiffre, en 2025 par rapport à 2024. Oui. Donc globalement, les 2/3 se résignent déjà à l'idée qu'il n'y aura pas d'augmentation quand même. Alors, résignation, disons que en tous les cas, l'année 2025 va être un peu plus musclée sur ce sujet, on en est tous conscients. On regarde d'ailleurs aujourd'hui l'augmentation moyenne, entre guillemets, sur 2025, on la projette à 2,9% sur les fonctions qu'on adresse, les fonctions de cadre, fonctions support. L'année dernière, c'était 4,7%. Donc on voit... Remettre en perspective avec l'inflation. Bien sûr, bien sûr. 2,9 avec une inflation qui est à 1,1. Alors, je veux pas, je préfère vous laisser dire le chiffre avec sécurité sur le sujet de l'inflation, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'effectivement, les ambitions d'augmentation annuelle vont être plus difficiles sur 2025, oui. Alors là, c'est intéressant parce que ça, c'est un sujet aussi d'engagement et de recrutement sur les générations, enfin les catégories d'âge les plus exigeantes. Là, c'est assez intéressant. Génération Z, 73%, donc les 18-27 ans, sont les plus exigeants dans la négociation. Et on le voyait précédemment dans la séquence d'avant, prêts à démissionner si ça ne va pas dans leur sens. Alors, oui, il y a cette notion effectivement d'exigence. Moi, je mettrais le curseur sur transparence aussi. Enfin, il désacralise beaucoup plus le sujet peut-être. Libéré pour parler du... Oui, c'est plutôt là qu'on met le curseur en fait. On note aujourd'hui que peut-être d'autres générations sont moins à l'aise avec le sujet. Quand on en parle avec des candidats, ils peuvent encore nous dire, quelle que soit la fonction et le degré de seniorité ou le poste en lui-même, ils ont parfois encore un peu du mal en ayant l'impression qu'ils vont réclamer, en fait, quand ils demandent une augmentation. Et il y a un rapport avec l'argent qui, finalement, n'est pas du tout le même. Les générations sont plus libérées. Les générations les plus jeunes sont plus libérées. N'hésite pas à demander. Elles osent plus, donc. Elles osent plus, et puis il y a un autre... Puis d'ailleurs, c'est presque un mode conseil, là, ce sur quoi j'arrive, mais c'est finalement que je les trouve mieux préparées aussi, sur le fait d'arriver avec demander une augmentation, parce que souvent, ils vont être capables, pour la plupart d'entre eux, de dire, regarde tout ce que j'ai réalisé aussi sur l'année. C'est vrai. Et là où il y a une humilité qui est mal placée à certains endroits, peut-être sur d'autres générations, qui ont l'impression, encore une fois, que ça, faut pas en parler, faut pas le mettre sur la table parce qu'on paraît condescendant. Je me pousse du col, je me vante. C'est ça, exactement. D'ailleurs, on le voit, 26% chez les baby-boomers, 67% chez les millennials, c'est 41% dans la génération X. Donc c'est bien la génération Z, celle dont on parle, qui est la plus décomplexée par rapport à ça. C'est ça, c'est tout à fait le mot. Et donc pour aller jusqu'au bout de l'histoire, puisque vous êtes côté aussi employeur, ça inquiète les employeurs, ça quand même, d'avoir une génération Z très décomplexée, parce que ça oblige aussi à l'autre d'avoir aussi du répondant s'il n'a pas envie de l'augmenter. Oui, bien sûr. Alors moi, je le vois vers à moitié plein. C'est-à-dire que ça pousse aussi l'entreprise à réfléchir de la bonne manière. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui que certaines fonctions support, par exemple les fonctions financières, certains candidats qui sont sur des postes élevés, de responsables administratifs financiers, par exemple, n'ont pas d'objectif individuel de fixer avec leur entreprise, parce que ça arrive encore, je trouve que c'est là où on peut aller s'améliorer très nettement. Côté employeur, qui permet d'avoir des grilles d'évaluation. Exactement. Et d'être plus au clair pendant la négo. Exactement. Merci beaucoup Alban Armand d'être venu nous éclairer, puis donner quelques conseils de coaching aux baby boomers pour les aider peut-être à franchir le pas. Directrice du recrutement permanent Robert Half, avec le guide des salaires qui était sorti en septembre dernier, septembre 2024, évidemment, comme tous les ans d'ailleurs. Tout à fait. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Arnaud. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à vous pour vos messages et votre réactivité sur les réseaux sociaux. Merci. Je vous dis à très très bientôt. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur Xavier. Merci à Saïd au son et merci à Nicolas Juchat. Évidemment. Bye bye.